Il y a un peu plus d'un an, j'ai lancé ce podcast pour partager mon parcours. De la dépendance affective à l'amour de soi, comment j'ai appris à m'aimer. Mais après seulement 2 épisodes, j'ai tout arrêté. J'étais partout à la fois. Les réseaux sociaux, mon activité d'influence, les événements de speed dating, les cours de yoga, en plus de mon activité de freelance. J'étais complètement dispersée, j'ai ressenti un besoin profond de me recentrer, de faire le point, de profiter du moment présent, de la vie pour ce qu'elle était et non pour la vie romancée que je créais au travers des réseaux sociaux. Mais pourquoi j'ai ressenti ce besoin? Je vous explique tout dans ce nouvel épisode. Bienvenue dans Sunday Mood, le podcast où on parle d'amour de soi, de guérison personnelle et de tout ce qui touche à l'épanouissement intérieur. Je suis Marie, une meuf comme toi qui travaille sur sa dépendance affective et qui chemine sur le long parcours de l'amour de soi. Ici, c'est ta safe place, un espace où on se retrouve entre copines pour discuter, se soutenir et avancer ensemble sans jugement. Mon objectif, t'inspirer à te reconnecter à toi-même, à croire en ta valeur et à réaliser que tout est possible. Que tu sois en quête de guérison, de réconfort ou simplement d'un peu d'inspiration, je suis là pour t'accompagner, un pas à la fois, sur le chemin vers l'épanouissement. Lorsque j'ai lancé le podcast en juillet 2023, j'ai eu l'impression d'être une fraude. Il y avait un décalage entre l'image que je montrais au monde et ce que je vivais réellement à l'intérieur. Dans le podcast, je disais avoir surmonté ma dépendance affective. J'étais censée être cette personne forte, indépendante, qui avait tout compris. Mais en réalité, je venais juste de me faire ghoster et ça m'a vraiment secouée. Je disais à tout le monde que j'avais appris à m'aimer et que j'avais plus besoin de validation extérieure. Mais au fond, ce ghosting m'a rappelé toutes mes insécurités. Je me suis retrouvée face à ces mêmes peurs. La peur de ne pas être assez, de ne pas être choisie. Ça m'a mis une claque parce que ça m'a fait réaliser que j'étais peut-être pas aussi guérie que je le prétendais. L'impression d'être une fraude venait du fait que je me sentais déconnectée de l'image que je projetais. Je disais aux autres de s'aimer, de poser des limites, et moi-même, je me sentais fragile, vulnérable et un peu perdue. J'avais peur que les gens découvrent que je ne vivais pas tout à fait ce que je prêchais, et que j'étais encore en train de lutter avec mes propres démons. C'était une période où j'étais tiraillée entre cette envie de partager mon parcours et cette peur d'être vue comme une imposture. Je me demandais si j'avais vraiment le droit de parler d'amour de soi alors que j'avais encore tant de travail à faire sur moi. Les émotions à ce moment-là étaient un mélange de honte, de doute et une grande remise en question. Mais ce sentiment de fraude a finalement été un déclencheur. Il m'a poussée à être encore plus honnête, à vraiment aligner ce que je disais avec ce que je vivais. Ça m'a forcée à faire le travail nécessaire pour être en paix avec moi-même, même dans mes moments de faiblesse. Parce que si je voulais être authentique, je devais accepter que la guérison n'était pas linéaire et que c'est ok de pas avoir tout compris tant que je continue à avancer. Du coup, pendant le mois suivant, j'ai fait ce que j'appelle un brainwashing. Je l'ai structuré en me concentrant sur 2 outils principaux, le journaling et les affirmations. Pour moi, ces 2 pratiques étaient essentielles pour reprogrammer ma manière de penser et surtout pour commencer à croire en ma propre valeur. Le journaling a été un pilier et c'est un pilier depuis de longs mois, même avant ça. Chaque jour, je prenais le temps d'écrire des lettres d'amour à moi-même. Ça peut paraître un peu prétentieux ou too much, mais c'était vraiment nécessaire. Je me rappelais pourquoi j'étais unique, pourquoi je méritais d'être aimée et choisie. Je listais toutes mes qualités et les raisons pour lesquelles j'étais exceptionnelle. Bien sûr, à ne pas prendre au premier degré. Honnêtement, au début, j'en croyais pas un mot. C'était comme si j'essayais de convaincre une partie de moi-même qui ne voulait pas entendre ces vérités. Mais je savais que si je voulais vraiment changer ma perception de moi-même, je devais passer par là. J'ai continué ce processus jour après jour. Je me forçais à écrire même quand je me sentais nulle, même quand je doutais de chaque mot que j'écrivais. Et petit à petit, ces mots ont commencé à s'ancrer en moi. C'était plus seulement des phrases écrites pour combler une page, c'était des vérités que je commençais à accepter. Les affirmations ont été un deuxième outil clé. Je les utilisais partout où je pouvais. J'avais des post-it collés dans mon bureau, dans ma chambre, dans ma salle de bain. Des phrases comme fais-le parce que tu t'aimes, tu es belle, mon passé ne définit pas mon futur, place-toi chaque jour en haut de ta to-do list. Je me les répétais chaque jour et tout au long de la journée, même quand je le ressentais pas, et surtout quand je le ressentais pas. Le but de ce brainwashing, c'était de reprogrammer mon esprit. Au début, ça semblait artificiel, comme si je jouais un rôle, mais j'étais déterminée. Je savais que si je voulais réellement connaître ma valeur et m'aimer comme je le méritais, je devais forcer mon cerveau à y croire. Et à force de le répéter, encore et encore, quelque chose a fini par changer en moi. Mon cerveau a fini par accepter ces vérités et je suis devenue plus confiante, plus alignée avec qui je suis vraiment. Enfin, passer du temps seul aussi a été extrêmement crucial. C'était un moment pour moi loin du bruit, des distractions. Je pouvais vraiment me concentrer sur cette transformation.
C'est dans ces moments de solitude que tout le travail a commencé à porter ses fruits. J'ai appris à me prioriser, à m'écouter, à vraiment croire que je méritais tout l'amour que je m'accordais. En structurant mon brainwashing ou mon lavage de cerveau de cette manière, j'ai pu créer une base solide sur laquelle construire mon amour de soi. C'était pas facile et ça a demandé beaucoup de persévérance, mais ça a été incroyablement libérateur. En parallèle, j'ai commencé à m'éloigner des réseaux sociaux. Vous l'avez vu. D'abord, j'ai testé une digital detox de 2 jours. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point j'étais accro aux réseaux sociaux. J'ouvrais mon portable, je cliquais sur l'application Instagram, même pas pour regarder des stories, même pas pour... c'était juste un réflexe. Suite à ça, j'ai commencé à faire des pauses par-ci par-là, jusqu'à ce que je ressente de moins en moins le besoin d'être présente en ligne. Je voulais vraiment profiter de la vie, de mes proches, mais à travers mes propres yeux, pas à travers une caméra. Cette détox digitale, elle m'a apporté quelque chose de précieux, un retour à l'essentiel, à ce qui compte vraiment. Avant, les réseaux sociaux, c'était devenu une sorte de béquille pour moi. Ils m'offraient cette validation extérieure, cette approbation immédiate qui me donnait l'illusion de ma propre valeur. En prenant du recul, j'ai réalisé que cette dépendance à l'approbation extérieure m'éloignait de la véritable valeur, celle que je devais apprendre à reconnaître et à valider par moi-même. Je savais que pour vraiment m'aimer, je devais me détacher de ce besoin constant de validation par les autres et me reconnecter aux vraies valeurs. L'authenticité, la présence et l'amour de soi. Aujourd'hui, mon regard sur les réseaux sociaux a complètement changé. Je les vois maintenant pour ce qu'ils sont. Un outil puissant, certes, mais qui peut facilement nous déconnecter de nous-mêmes si on ne fait pas attention. Je suis beaucoup plus consciente de l'impact qu'ils peuvent avoir sur ma santé mentale et émotionnelle. J'ai appris à les utiliser avec parcimonie et à pas les laisser dicter ma valeur ou mon bien-être. Maintenant, je m'assure que ma validation vient de l'intérieur et j'utilise plus les réseaux pour combler un vide, mais simplement pour partager et créer lorsque cela résonne vraiment avec qui je suis, comme maintenant. Au final, tout ce travail que je faisais sur moi, je le faisais dans le but de trouver l'amour que je méritais, le véritable amour. Certains pourraient penser que c'est une illusion, mais moi, j'ai jamais cessé de croire qu'il existait. Alors pendant toute cette période, j'étais profondément engagée dans le processus de manifestation de cet amour. À un moment donné, j'étais tellement persuadée que cet amour allait arriver que j'ai ressenti une paix intérieure, une certitude inébranlable que c'était déjà en route. Et je pourrais vous le montrer dans mon journal, je l'ai écrit un nombre de fois, c'était assez impressionnant. Je pouvais pas expliquer pourquoi, mais comment, mais je le savais et j'étais en paix. Le processus de manifestation que j'ai suivi a été à la fois structuré et intuitif. Tout a commencé avec le livre Manifeste de Roxy Nafousi. Ça a été une véritable révélation pour moi. Ce livre m'a offert une méthode claire pour manifester mes désirs et j'ai décidé de l'appliquer à ma recherche de l'amour. Et puis un jour, cet amour est arrivé. Presque comme par magie. Mais en réalité, je l'avais déjà appelé dans ma vie bien avant qu'il se manifeste physiquement. Et la manifestation ne s'arrête pas là. Je vous en parlerai davantage dans un prochain épisode car ce processus m'a aussi permis de manifester mon job de rêve. Et devinez quoi? Ça a encore marché. Mais revenons à cet amour. Lorsqu'il est finalement arrivé, j'ai ressenti un véritable tourbillon d'émotions. C'était un mélange de gratitude profonde et d'émerveillement. Je me suis dit, waouh, ça y est, tout ce que j'ai manifesté, tout le travail que j'ai fait sur moi-même, ça se réalise enfin. Il y avait cette paix intérieure, une sorte de confirmation que les choses s'alignaient comme elles devaient, ce que j'avais attendu depuis longtemps arriver enfin. Mais honnêtement, très vite après l'euphorie du début, mes vieilles peurs ont refait surface. Ma dépendance affective, celle que je pensais avoir surmontée, encore et toujours, s'est réveillée comme un réflexe. J'ai commencé à avoir peur que cet amour que j'avais tant désiré disparaisse aussi vite qu'il était arrivé. C'était presque comme si une partie de moi attendait que ça tourne mal, juste par habitude. Cette réaction m'a forcé à réaliser que malgré tout le travail que j'avais fait, il y avait encore des parties de moi que je devais continuer à explorer, à comprendre et à gérer. Alors oui, j'étais super heureuse, mais en même temps, j'ai ressenti cette urgence de ne pas retomber dans mes anciens schémas. Rencontrer l'amour a été une validation de tout ce que j'avais entrepris, mais aussi un rappel que le travail sur moi n'est jamais vraiment terminé. C'était comme une nouvelle étape de mon apprentissage. Comment être en couple, tout en restant moi-même, en gardant mes valeurs, et surtout sans me perdre dans l'autre. J'ai dû apprendre à laisser de l'espace à mon partenaire, tout en continuant à me sentir en sécurité. Ça a impliqué de reconnaître et d'accepter mes peurs, plutôt que de les laisser prendre le contrôle. Chaque fois que ces peurs refaisaient surface, je prenais un moment pour analyser si c'était une réaction légitime ou simplement un vieux schéma de dépendance affective qui se manifestait. Cette prise de conscience, elle m'a permis de faire la différence entre mes peurs et la réalité. J'ai pu le faire parce que j'étais très consciente de mes schémas, que j'avais mis en place une communication ouverte et honnête avec mon partenaire
Et dès le début, j'ai pu partager avec lui mes insécurités et mes besoins. Cette transparence, elle a été essentielle pour créer un environnement de confiance où je pouvais être vulnérable sans crainte d'être jugée. En parallèle, j'ai appris à maintenir mon indépendance en gardant du temps pour moi, pour mes passions, pour mes activités personnelles, pour mes amis. Et ça m'a aidé à ne pas me perdre dans la relation, tout en respectant l'espace dont mon partenaire avait besoin. La pleine conscience et le journaling ont également été des outils précieux pour rester connecté à mes émotions et ajuster mes comportements. Ça m'a permis de vraiment prendre du recul sur un certain nombre de situations. Grâce à cette approche, j'ai réussi à gérer ma dépendance affective tout en construisant une relation saine et équilibrée. Aujourd'hui, j'ai pris le temps de me recentrer, je me sens de nouveau alignée avec qui je suis vraiment. Je suis en accord profond avec mes valeurs, avec mes besoins et mes désirs authentiques. Je me sens en paix, je me sens ancrée, je me sens confiante dans les choix que je fais parce qu'ils sont en parfaite harmonie avec qui je suis. J'ai pris le temps de réfléchir à ce qui me drive véritablement et ce podcast s'est imposé à moi comme une évidence. Depuis plusieurs mois, il m'appelle. J'ai le sentiment profond que je dois partager ma voix, mon parcours et les différentes étapes de ma guérison, ou plutôt de mon apprentissage. Parce que oui, ma dépendance affective se manifeste encore, mais désormais je sais comment la calmer. Pour moi, chaque nouvelle étape de ce chemin, c'est une nouvelle opportunité d'apprentissage, une chance de grandir et de m'affirmer un peu plus à chaque fois. C'est avec cette perspective que je souhaite vous aider en partageant mon histoire et en espérant que mon expérience puisse résonner avec vous. J'espère qu'elle pourra vous inspirer et peut-être même vous accompagner sur votre propre chemin. Alors, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me dire en commentaire les sujets qui vous intéressent en priorité. Mais on va se retrouver très vite et très régulièrement. Bisous. C'était Sunday Mood. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager ou à me laisser un petit mot. On se retrouve très vite pour continuer à grandir ensemble. D'ici là, prends soin de toi. Et souviens-toi, tu mérites tout l'amour que tu te donnes. À bientôt. C'est parti. On se tiendra, on est une queen. ASMR. J'ai une crotte d'œil. C'est parti, mon petit. Je zozote. Je n'enregistrerai pas mes limites. Et en plus, j'ai un nouveau tatouage. Je suis ma propre muse maintenant. C'était pas le cas la dernière fois qu'on s'est vu. Je pue la transpi, ça me stresse. La vraie vie des influenceurs.